bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Brise d'été. Même si le ciel est un peu gris, les Brises d'été est là pour vous accompagner. Et ce matin, donc au sommaire, nous aurons le plaisir de recevoir Sadia Kemoun. Donc elle est médecin rééducateur et nutrithérapeute. Elle nous parlera un petit peu de nutrition et plein d'autres choses que nous devons faire pendant cette saison estivale. Et bien entendu, nous aurons aussi Siham Kenouch qui nous fera découvrir deux prénoms féminins ce matin. Elle nous racontera tout sur l'histoire de ces prénoms et leur signification. Voilà pour ce matin. On commence bien entendu comme d'habitude en musique. On est apprécie et on revient juste après. Rejoint Sadia Kemoun. Bonjour Sadia Kemoun. Bonjour Mariam. Bonjour. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui en cette matinée d'été pour partager des conseils essentiels pour prendre soin de notre santé, de notre alimentation,
en cette saison d'été, surtout en cette canicule. Oui, exactement. Oui. Donc, tu es médecin rééducateur et nutrithérapeute. Effectivement. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui un peu de notre alimentation, mais de notre hygiène de vie en général, d'une façon globale. Quelles sont les modifications à adopter en cette période d'été, surtout en ces journées de canicule qu'on est en train de vivre récemment. Effectivement, donc le mois de juillet a été très très chaud, le mois d'août l'est aussi. Donc le réchauffement climatique est une réalité et qu'on le veuille ou non, nous devons nous adapter et surtout être très très à cheval sur l'alimentation. Sania, c'est ça? Effectivement, il faut apporter des adaptations sur notre alimentation afin de répondre aux exigences de cette chaleur, de cette canicule. Mais avant de parler de l'alimentation, donc je vais insister sur l'hydratation, sur l'intérêt de rester bien hydraté pendant cette chaleur. Il faut savoir que notre corps est fait de 60 à 65% d'eau. Les enfants arrivent jusqu'à 70-75% et il y a les personnes âgées qui ont beaucoup moins d'eau dans leur corps. Du coup, le risque de déshydratation est très important. Il est accru, c'est surtout chez cette catégorie d'âge. Et donc, il faut bien s'hydrater. Quand on dit s'hydrater, c'est prendre minimum 2 litres d'eau. De l'eau fraîche, mais pas glacée. Pourquoi? Parce que prendre de l'eau glacée, quand on prend de l'eau glacée, notre corps va brûler beaucoup de calories, il va fabriquer de la chaleur pour convertir cette eau en température de notre corps à 37 degrés. Et c'est ce qui va déjà dépenser de l'énergie et c'est ce qui va nous permettre déjà de nous réchauffer. Donc en fait, ça fait l'effet inverse. Dès qu'on prend de l'eau glacée, le corps va recevoir le signal et il va dire « Ah, c'est trop froid, on va le réchauffer et on va avoir encore plus chaud. » Effectivement. Donc prendre de l'eau fraîche, mais pas glacée. Et qui dit hydratation, donc on conseille de prendre des petites gorgées d'eau, des verres, entre 8 à 10 verres par jour, bien répartis dans la journée. Et sinon, il y a aussi d'autres boissons rafraîchissantes comme l'eau gazeuse naturelle, comme les jus de fruits, comme les boissons détox. Donc c'est de l'eau fraîche avec des herbes, avec des fruits et légumes qui sont très riches en antioxydants dont on a besoin durant cet été. Avec la chaleur, on sait qu'il y a accentuation des radicaux libres, donc de stress oxydatif. Donc vraiment pour lutter contre ce stress oxydant, on conseille de prendre beaucoup d'antioxydants. Ce stress oxydant, est-ce que c'est dû à la transpiration? C'est dû plus au soleil, donc c'est l'exposition au soleil, c'est le contact du soleil avec toutes les surfaces qui va provoquer ce stress oxydant, même sur notre peau. Et c'est ce qui va favoriser le vieillissement et plusieurs d'autres maladies. Donc c'est pour ça qu'on conseille de prendre beaucoup d'antioxydants qu'on trouve dans les fruits et légumes colorés de saison. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il faut, on le dit très souvent, il faut essayer de manger les légumes de saison. La nature a bien fait les choses, j'imagine. Donc, essayez toujours de rester sur les légumes et les fruits, par exemple, de l'été. On connaît donc entre la cerise, abricot, prune, ça c'est pour les fruits. Pastèque, voilà, melon. Pastèque, melon. D'ailleurs, ce sont des légumes des fruits qui sont très riches en eau, qui vont même aider pour nous permettre d'être bien hydratés. D'ailleurs, il y a même d'autres légumes comme le concombre, comme la tomate, qui sont très riches en eau. Donc antioxydants, eau, vitamines, minéraux, qui dit mieux? Qui dit mieux? Bah rien, franchement. C'est la meilleure combinaison pour bien passer l'été. Tout à fait. Voilà. Donc on a dit au minimum 2 litres d'eau par jour. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être prendre une bouteille histoire de rester, on va dire, être sûr de la quantité qu'on prend. Donc ne pas changer, essayer dès le départ, dès la matinée, avoir sa bouteille de 1,5 litre ou 2 et suivre tout au long de la journée la quantité qu'on a vue. Effectivement, et ce que je conseille toujours à mes patients, c'est d'acheter une gourde afin de garder la température de l'eau, pour ne pas, même aussi pour l'écologie, pour ne pas jeter les bouteilles en plastique partout, et pour garder la température de l'eau. Et quand on a une gourde, on développe une sensation d'appartenance, donc on ne va pas oublier de nous hydrater. Donc ça serait notre bouteille à nous, donc on va s'hydrater tout au long de la journée. Ça nous fait comme un petit signal, effectivement. Et ces besoins en eau, on peut les augmenter si on est à la plage, si on pratique une activité physique, si on fait de la marche. Donc là, il faut y aller vraiment au-delà des 2 litres. Des 2 litres, voilà. Très bien. Ça, on a parlé d'abord du premier élément qui est l'hydratation. Ensuite, qu'est-ce qui est encore aussi primordial? C'est l'alimentation, bien évidemment. Donc pour l'alimentation,
Directement, on déconseille tout ce qui est repas lourds, repas gras et friture pendant cette saison. On conseille plutôt des salades de crudités, des salades composées, déjà colorées, très riches en antioxydants. Des salades, donc de la laitue, de la tomate, des concombres, du poivron, surtout qu'il est riche en antioxydants, en vitamine C. On peut avoir toujours des grillades, donc on évite les fritures, surtout en cette saison spécialement. Évitez aussi les barbecues aussi. Effectivement, donc pour les barbecues, ce qu'on conseille, c'est de ne pas brûler la viande, de ne pas la cramer. Donc la partie noirâtre cramée qu'on trouve dans la viande, c'est ce qu'on préfère. Faut pas se mentir, c'est vrai qu'elle est délicieuse, mais là ça contient des substances, c'est les amines hétérocycliques qui sont cancérigènes. Donc ce qu'on conseille, c'est de mettre un peu d'eau, d'arroser un peu notre viande avec de l'eau avant de la mettre sur le barbecue. Et là, ça va vraiment réduire le risque de cramer la viande. Et bien sûr, éviter ce problème d'amines hétérocycliques qui sont cancérigènes. Mais sinon, ce qu'on conseille pour les grillades, même pour le poisson, pour le poulet, de mettre toujours un peu d'eau dans la poêle. Ensuite, laisser griller, juste avoir un peu de doré pour que ça ne soit pas cramé. Très bien. Sinon, on a toujours les céréales complètes. Donc, on peut avoir des pâtes complètes, on peut avoir du bourgoule qui est très bon. On peut avoir du pain complet, de la galette. D'ailleurs, c'est facile d'avoir un morceau de galette avec des céréales complètes, avec de l'orge, du seigle. C'est délicieux, c'est rassasiant en plus. Et on a un repas qui est complet, contenant des légumes, une source de glucides et une source de protéines. Et on a une assiette santé qui est très riche en vitamines, en minéraux, qui va nous permettre de rester bien rassasiés pendant la journée. Très bien. Puisqu'on parle d'alimentation, comment allons-nous répartir nos repas à travers la journée ? Donc c'est la répartition habituelle, donc commençons par le petit déjeuner qui est le repas principal de la journée. On conseille à ce qu'il contienne une source de protéines qui nous permet d'être rassasiés, de nous donner de l'énergie. Ça peut être un œuf, sinon des flocons d'avoine. Un porridge, flocons d'avoine, un peu de lait ou un peu d'eau avec des oléagineux, un fruit pour nous donner des fibres, de l'eau aussi, des vitamines pour bien commencer la journée. À 10h et à 16h, on conseille toujours d'avoir une petite collation. D'ailleurs, c'est le moment idéal pour consommer nos fruits, donc nos fruits de saison. Il y en a tellement plein qu'on peut vraiment varier nos collations. C'est vrai. On peut avoir des oléagineux, des cacahuètes, des amandes, des noix. On recommande à ce qu'ils ne soient pas salés. Donc, on sait bien que le sodium, le sel vont favoriser la déshydratation. Après, on a le déjeuner et le dîner dont on a déjà parlé. Donc, c'est l'assiette santé. On déconseille surtout de sauter les repas. Avec cette chaleur, on a tendance à sauter surtout le dîner. C'est vrai que des fois, on se dit qu'on n'a pas très faim avec la chaleur, on est un petit peu incommodé. Mais en fait, il faut essayer de garder cette hygiène. De garder ce repas, cette hygiène qui nous permet de nous apporter de l'énergie, des vitamines et des minéraux. Si on ne prend pas de dîner, si on ne dîne pas, on va prendre autre chose. Et cela est vraiment mauvais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on déconseille de sauter les repas. Est-ce qu'il y a une heure précise, par exemple, pour le dîner de préférence qu'on va favoriser pendant l'été? Parce qu'on sait très bien que les journées sont longues. Jusqu'à 9h, il fait quand même encore jour. Et on a tendance à ne pas vouloir dîner trop tôt. Mais on sait très bien que c'est mauvais de dîner tard. Effectivement, donc on peut dîner maximum à 21h. Si on recommande de dîner tôt, c'est justement pour bien digérer, pour assurer une bonne digestion. Mais si le dîner est léger, qui est fait de crudités, il n'y a aucun souci, c'est digéré. Ça ne donne pas de ballonnement en général pour les personnes qui n'ont pas de troubles digestifs, il n'y a pas de souci. Donc on recommande de dîner avant 21h pour avoir une bonne digestion. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire encore à propos de notre alimentation et de notre hygiène de vie ? Alors surtout hygiène de vie, pour l'alimentation on a fait un peu le tour. On essaye surtout d'adapter notre mode de vie, nos habitudes en fonction de cette chaleur afin d'éviter l'insolation, la déshydratation. On essaye de planifier nos activités en début de journée, en fin de journée, justement pour éviter ce soleil tapant surtout de l'après-midi. Et si on est obligé de sortir durant cette période de forte chaleur, on doit porter un chapeau, des lunettes pour nous protéger et mettre de la crème solaire afin de nous protéger des ultraviolets. Cela est très important pour prévenir toute pathologie de la peau.
Oui, donc il faut préciser, on précise, Sadia, que pour par exemple les écrans Total, pour toutes ces crèmes, il va falloir en mettre sur toutes les parties du corps qui sont visibles. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à se concentrer sur le visage, un peu le cou, mais c'est vrai qu'après on a tendance à oublier les mains, les bras. Effectivement, donc il faut mettre sur toutes les parties découvertes et être généreusement sur l'application de l'écran Total ou de notre crème solaire quand on est à la plage, afin de protéger toutes ces régions. Et pour les personnes blanches de peau, on conseille quand même de couvrir la peau, de mettre un tissu qui est très léger comme du lin et couvrir même les bras afin d'éviter toute brûlure ou une exposition accrue au soleil. D'accord, donc c'est une mauvaise idée de se découvrir, hein, parce que c'est vrai que dès qu'on a chaud, on a envie de se... Effectivement, il faut se couvrir. Il faut se couvrir. Voilà. Oui, les gens du Sud sont un excellent exemple. Avec un tissu blanc en lin qui est léger, certes on peut transpirer, mais on se protège des rayons de soleil. Très bien. Sadia, je te propose de regarder donc un sujet. C'est un sujet de Mejda Dahmoun et c'est sur les risques d'intoxication alimentaire. On regarde et on revient juste après. En cette période estivale où les températures sont particulièrement élevées, les campagnes de sensibilisation contre les risques liés à la chaleur se multiplient. Les contrôleurs du service d'inspection et de répression des fraudes ainsi que les agents chargés de la protection des consommateurs sillonnent les commerces, les restaurants et les fast-foods avec pour objectif de minimiser les risques d'intoxication alimentaire. Il faut que les gens choisissent bien où manger et s'assurer que les produits sont frais, surtout avec cette chaleur. Le rôle des contrôleurs est important pour la santé des consommateurs. Vu les risques d'intoxication alimentaire, 216 agents ont été mobilisés pour assurer le contrôle de qualité et de répression des fraudes. Nous contrôlons le registre de commerce, l'affichage des prix et nous veillons à la transparence dans les activités commerciales. Le manque d'hygiène et le non-respect de la chaîne de froid, deux facteurs qui sont la cause principale d'intoxication alimentaire. Et le risque est encore plus grand avec l'arrivée des fortes chaleurs. En tant que restaurateur, je suis dans l'obligation de mettre à la disposition de mes clients des produits frais et de bonne qualité. Le numéro vert 3311 est mis à la disposition des consommateurs de toutes les wilayas du pays pour dénoncer la non-conformité des produits alimentaires aux normes d'hygiène et de qualité. Une application mobile est également disponible. Cette campagne de contrôle et de sensibilisation se poursuivra tout au long de l'été. Mais la meilleure des préventions contre les intoxications alimentaires reste la vigilance, tant du côté des commerçants que celui des consommateurs. Donc voilà, Sadia, on a vu les risques d'intoxication alimentaire et c'est vraiment, le taux est beaucoup plus important donc, pendant cette saison. Effectivement, Myriam, et cela est dû souvent au non-respect de la chaîne de froid des aliments. Parfois, on a tendance à ne pas bien conserver nos aliments, que ce soit à la maison, si on les transporte à l'extérieur. On se dit que ça va tenir, mais finalement non. Donc, il y a une grande pullulation microbienne, bactérienne au niveau de ces aliments à forte chaleur. Donc, on conseille toujours de préserver la chaîne de froid. Je vous donne juste un exemple. Si on fait des courses, on achète, donc de préférence les acheminer directement au frigo, les conserver au frigo. Si on a notre gamelle, notre lunchbox, donc il faut toujours avoir de la glace avec un sac isotherme afin de préserver la température et de ne vraiment pas laisser les aliments sur les tables parce que vraiment il y a une grande pullulation microbienne et cela vraiment, le fait de préserver cette chaîne de froid va nous permettre de prévenir ces toxi-infections alimentaires qui sont très fréquentes durant cette chaleur, durant l'été. Donc si par exemple on est contraint par exemple à ne pas déjeuner ou de ne pas avoir, on n'a pas notre on va dire déjeuner qu'on a préparé à la maison, on sera contraint d'aller manger en extérieur. Qu'est-ce qu'il faudrait favoriser de préférence? Je conseillerais plutôt de prendre des fruits, de bien les laver et de les consommer. Que de se rabattre sur des sandwichs, sur des grillades à l'extérieur avec cette forte chaleur, à moins de s'assurer de l'hygiène. Et sinon, on peut toujours avoir des légumes, donc des légumes sautés, sinon des crudités à condition qu'ils soient bien lavés. Vraiment des petites grillades, sinon je conseillerais plus des salades et des légumes sautés. Voilà. Donc quand on est contraint, il vaut mieux aller sur une petite exactement. salade et après peut-être rentrer à la maison, se cuisiner un repas un peu plus consistant en fin de... Effectivement. Et pour le fruit, il faudrait s'assurer qu'il n'était pas quand même exposé au soleil.
Effectivement, c'est très important ça aussi, même aussi quand on va par exemple pour faire nos courses, aller dans une supérette, faire très attention aussi aux bouteilles d'eau parce qu'on a tendance, on sait très bien qu'on achète. Oui. Voilà. Donc toujours essayer de choisir les endroits où on achète, que ce soit le boucher, le marchand de volaille ou même la supérette, de façon à être sûr que tous ces aliments sont à l'abri du soleil, surtout le soleil. Effectivement, et même à la maison, avec parfois on a des coupures d'électricité. Donc si on a des aliments qui restent longtemps au frigo et on a les coupures d'électricité qui durent très longtemps, vaut mieux tout jeter. On ne peut pas préserver ça parce que là, on a complètement une rupture de la chaîne de froid. Il ne faut absolument pas réfléchir à se dire « Ah non, ce n'est pas du gaspillage ». Là, quand c'est un risque pour la santé, il vaut mieux être radical et jeter. Surtout les produits laitiers et les viandes. Très bien, très bien. On a parlé des adultes, généralement, on a tendance, nous, à réfléchir avec, on va dire, notre sagesse, à se dire on va manger ça et pas ça. Mais pour les enfants, c'est nous qui faisons le choix et ce n'est pas toujours évident. Mais il faut quand même rester à cheval pour les plus jeunes. Surtout pour les plus jeunes, vu que justement on ne peut pas vraiment les contrôler, il y a beaucoup de tentations, on les voit... les glaces, que ça soit sa tante grand et petit. Il y a une solution, Zadie a dit nous. On les voit se rabattre sur des glaces et c'est très sucré, c'est vraiment, il faut voir la quantité de sucre qu'on met dans les glaces. Alors ce qu'on dit, c'est d'essayer de remplacer, de substituer ces glaces par des sorbets de fruits faits à la maison, par des fruits glacés qu'on peut couper en petits cubes dans un petite barre comme ça, les trucs à barbecue et on met au congélo, ça nous fait vraiment un très bon dessert. Sinon carrément des sorbets de fruits et c'est délicieux, c'est riche en vitamines, en minéraux. Sinon pour les glaces, on peut se permettre de temps à autre. On n'a jamais dit que cela est interdit. Oui, c'est clair, c'est compliqué aussi. Hein. Effectivement, il faut bien se faire plaisir de temps à autre, 1 à 2 fois par semaine. Ça ne peut pas faire de mal, à condition que ça soit quand même que la chaîne de froid soit bien conservée. Et aussi pour les enfants, on essaie d'éviter tout ce qui est angine et tout. Donc on essaye de ne pas les leur donner trop glacés. Donc retirer par exemple la glace, la laisser un petit peu quand même. 3 à 4 minutes, le temps que ça devient moins glacé et ils peuvent consommer sans aucun souci. Très bien. Mais raisonnablement bien sûr. Raisonnablement, donc 1 à 2 fois par semaine. Il faut rester sage et raisonnable. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, alors... quand on est au bord de la mer, il y a nos enfants qui ont envie peut-être de faire des plongeons, de se donner un petit peu comme ça, de faire des défis, que ce soit entre frères et sœurs ou entre amis, parce qu'on sait très bien que quand on part à la plage, c'est généralement entre cousins, on essaye d'aller nombreux, de façon à ce que la journée soit agréable et surtout que les enfants aient de la compagnie, mais du moment où ils sont entre eux, il y a quand même un risque qui se pose. Effectivement, donc quand on est à la plage, surtout pour les plus jeunes, ils ont envie de se défouler, de faire des folies, de faire des petits challenges entre eux. Mais cela peut être vraiment dangereux. Déjà qu'il y a le risque de plongeon qu'on rencontre chaque été, le risque de noyade qu'on rencontre chaque été et il y a le problème de plongeon. Donc plonger est néfaste sur la santé, peut avoir des conséquences très néfastes pour la santé. Le fait de plonger dans une eau peu profonde, donc on peut se cogner la tête et cela va vraiment avoir de grands problèmes. En plus des traumatismes crâniens et des risques de coma, on a le risque de fracture cervicale et qui dit fracture cervicale dit atteinte de la moelle épinière et cela va donner une paralysie, donc une tétraparésie et on les voit de plus en plus, surtout chez les jeunes, chez les enfants, chez les adolescents et même chez les moins jeunes. Et cela est dû à ces mauvaises habitudes de plonger, de se faire des petits challenges. Et ces patients traînent beaucoup, donc ils passent en orthopédie, en neurochirurgie pour se faire opérer. Et ils passent en général de très longs séjours en rééducation. Et cela vraiment est très très lourd. Ça va occasionner des conséquences très lourdes sur le long terme. Donc avoir une tétraparésie, une paralysie au niveau des 4 membres, c'est vraiment un très lourd handicap. Et comme on dit à chaque fois, vaut mieux prévenir que guérir. Justement, Sadia, il y a un membre de ma famille qui était quand même une personne qui avait, on va dire, la soixantaine passée. En fait, il n'a absolument pas fait de plongeon pour dire que quand même, il faut faire très attention, la mer est dangereuse. En fait, la mer était légèrement agitée. Et donc, il était juste au bord, il était donc face au sable, il avait dos à la mer. Et il y a en fait une vague
qui est venu brutalement lui toucher le dos et ça lui a causé vraiment des problèmes. Il est resté pendant presque une année avec de la rééducation pour retrouver toute sa mobilité. Donc c'est ça, c'était vraiment, il était absolument debout dans l'eau. Hein. Effectivement, et là c'est un cas quand même rare, mais comme quoi on n'est jamais à l'abri. Donc il faut faire très attention. Donc c'est une saison où on se détend, on se fait plaisir, mais il faut faire très attention et prendre soin de sa santé. C'est le plus important. C'est le plus important. Et on va juste aussi rappeler aussi pour les mamans, quand on part à la plage, quand on est maman, quand généralement on part à la plage, c'est la surveillance permanente. Effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas de repos pour les mamans parce qu'on est là, il faut surveiller les plus petits. Effectivement. Donc toujours chapeau, crème solaire. Effectivement, crème solaire à renouveler chaque 2 heures, cela est très important. Ou peut-être favoriser quand ils sont petits, les espèces de petites combinaisons, c'est un peu plus pratique. Oui, c'est plus pratique. Les enfants sont mieux protégés avec les petites combinaisons. Et ce qu'on conseille aux parents, c'est d'emmener les enfants à la plage, soit en matinée, ou en fin de journée, et d'éviter les heures de très forte chaleur, de soleil très tapant, justement afin de prévenir la déshydratation, l'insolation et les brûlures qu'on voit fréquemment chez les enfants. D'accord. Donc quand on a de petits enfants ou des enfants en bas âge, favoriser, donc partir très tôt et vers, on va dire, aller midi, 1h. Quitter la plage, effectivement. Donc 2-3 petites heures, c'est largement suffisant. Ça leur donne même une bonne exposition au soleil pour que le corps puisse fabriquer de la vitamine D. Très bien, très bien. Sadia, merci beaucoup. Voilà, merci. Tu as quelque chose encore, un petit conseil à rajouter ou quelque chose encore à nous dire? Ben moi, je souhaiterais une excellente saison estivale aux téléspectateurs de Canal Algérie. Une saison riche en bien-être, de belles expériences, d'échanges et de partage. Et ce qui est important, c'est de prendre soin de sa santé, de son alimentation, de favoriser, d'entamer ou plutôt d'avoir ces petites adaptations de notre mode de vie, de notre alimentation durant cette saison, de répondre aux exigences de cette chaleur, de cette canicule, afin de profiter pleinement des vacances et d'être en pleine santé. Très bien, donc de rester toujours vigilant. Effectivement. Très bien. Sadia Kmoun, merci beaucoup, ce fut un plaisir. J'espère que tu seras encore avec nous ce sera avec plaisir. Dans notre émission, que ce soit Brise d'été ou Bonjour d'Algérie. Et voilà, on continue, donc Brise d'été continue avec une chanson du groupe Day. On apprécie et on revient. طليت من البالكون وتريب ساسي وشفت حمامة مدبلت الريام خنا على الخد ونديري خارجة بلمنا محبات نجري وما بقى لي بال ورميت الكلاكات وخرجت بالعشاء حبت للحومة واختي مس الخير شفتك من الفوقية وحبيت نطير انا مسخر خلوي خاطيها المساسك عطيني النيميرو دبري راسك قالت لي قلت لها محيني انا سبنيول في الحومه وداير حاله ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا واذا تحبينا طبت فيا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا واذا تحبينا طبت فيا وتحبينا وبديت الفيسبوكي بالامازون وسكايب تما لا تريني وجدتك ورطي ودفعت الفيزا غير ادعي لي يا يما لا عزيزه عشيت الطوندي ونستنى في اليامات حبيبي الكونسول عطينا شي اخبارات وجات البريه وانا داير لاسياس جري يا يما الفيزا جات ليلى ليلى وش جابك للحومه يا القوريه ماريا واذا تحبينا الفيزا رفيزي ماريا جانولي ماريا ديكونيكتي
وانا نبكي في الليل على صهري طلت لمي ما وش بيك وليداني ما ولك ديما يعيك انا نوري لك لي تصلح ليك يا مريومه مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه C'était Meryouma Bint El Houma, la chanson du groupe Day. Pendant ce temps-là, à votre avis, qui m'a rejoint? Oui, Siham Kenouch. Bonjour Siham. Bonjour Mariam. Une chanson qui vous ressemble, tiens, Tout à fait. du moment qu'elle chante votre chanson. Et Mariam, on a souvent chanté mon nom. Hein. oui, c'est un très très joli prénom, classique, très ancien. Mais est-ce que vous connaissez la signification? Pas vraiment Siham. Je Hein? sais que tu vas tout Je me sais que dire. le côté historique est là. Nous avons Mariam el-Adra, Mariam el-Batoul, donc Maria, Mariam, Meryouma, Maryama dans l'ancien temps. Tout Oui, ça, c'était le même Maryama, prénom. Hein. C'était des dérivants de Mariam. Mimi aussi. Mimi. Donc dans certains temps, Mimi. La Mimi. C'est tout à fait, à Alger surtout. Donc tout ça c'était Myriam. Ok. Bien. Et Myriam, c'est un prénom, un très très vieux prénom qui signifie la goutte dans l'océan. Nous avons ce mot yam qui on retrouve aussi dans la langue arabe. Al-yammu, c'est-à-dire al-bahr, donc la mer ou l'océan. Et mar, c'est-à-dire une goutte, une toute petite goutte. Donc c'est véritablement une goutte dans l'océan. Prénom très très classique. C'est la sœur de Moussa alayhi salam portait le prénom de Myriam. Plus tard, la maman de Isa alayhi salam portait le prénom de Myriam. Le prophète Mohammed alayhi salam avait épousé Maria al-Qibtiya, la fille du roi d'Égypte. Maria était un dérivé de Myriam aussi. Alors plus tard chez nous, nous avons Meryouma, Maryama et Mimi. Mimi qui a disparu malheureusement. Mimi qu'on ne retrouve plus. Un prénom qui était très répandu à Alger à une certaine époque. Et il n'y a plus de Mimi. C'est dommage. Je sais pas, oui, je me demande. Et pourtant, il est court, il est léger, il est. Tout à fait. facile Il y a des prénoms qui partent comme ça, qui disparaissent du jour au lendemain et on ne donne pas d'explication. En tout cas, ce n'est pas le prénom d'aujourd'hui, Mariam. Non, Moi, j'ai c'est envie pas, de je vous pensais parler que c'était moi qui allais être à d'un l'honneur. autre prénom qui Dis-moi. commence aussi avec la lettre M. Alors, le prénom de Meha. Meha. Léger, simple, belle sonorité. Mais qu'est-ce que c'est que le Meha? El Meha. Je ne Voilà. connais pas non plus. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent le Meha, oui, c'est une gazelle. Oui. Bon, c'est une gazelle arabique, mais rien à voir avec la gazelle qui existe en Algérie. Donc il faut dire que le Meha, c'est l'oryx. Ah, l'oryx. C'est très l'oryx, bien. d'accord? Et l'oryx, ce n'est pas vraiment une gazelle, d'accord? Oui. C'est des bovins. Tout à fait. Plus de la famille du mouflon, quelque Tout chose à comme fait, tout à fait. Donc c'est plus une vache ça. Très bien. qu'une gazelle. Même qu'en Arabie, on appelait le Meha le Baqar al-Wahshi. Donc, nous avons le Baqar al-Wahshi est appelé el Meha en Arabie, dans l'ancienne Arabie, et c'est bien sûr, enfin on dit que c'est l'oryx. Et vous savez cette expression à l'est algérien, quand une femme a de grands yeux noirs et tout, on lui dit Aïn al-Baqra. On ne dit pas Aïn al-Ghzal. Ah, très bien, ça je ne le savais pas. On Je dit sais Aïn qu'ici, al-Baqra. à Alger, Il y a on dit même le Aïn al-Ghzal. fruit, il y a le fruit qui est les prunes, les prunes, oui. les prunes quand elles sont Bleu, quand elles sont bleuâtres, voilà, vous Oui. voyez. Aïn al-Baqra, il a été. Oui, oui, parce oui. que l'œil est très grand et noir bleuté. Très bien. Et du coup, nous avons cette appellation qui a glissé avec le prénom. Mais en tout cas, à cause de ce prénom, il y a eu une très très grande guerre dans l'ancien temps.
Je vais vous la raconter. Ah, ça c'est passionnant. En fait, il y a eu une grande femme, une grande fille d'une très grande beauté qui était princesse d'Arabie, de la région de l'Hira. L'Hira actuellement qui est le sud de l'Irak. Et cette princesse s'appelait Hind. Un prénom très répandu en Arabie, un prénom très classique. Et Kisra, donc le roi, Kisra qui était le roi de Perse, avait entendu l'éloge et avait entendu parler de cette beauté exceptionnelle de Hind bint Norman, le roi de l'Hira. Et il a voulu l'épouser. Or, à cette époque-là, les femmes arabes n'épousaient pas d'étrangers, n'épousaient pas de Persans, de Romains, etc. Les femmes arabes devaient épouser un courageux guerrier arabe ou un poète arabe, d'accord? C'est une société qui était introvertie. Donc la femme arabe ne pouvait pas épouser un étranger. Et du coup, Nu'man ben Mundar a envoyé une lettre à Kisra en lui expliquant qu'en fait, chez la beauté de Maha persane, il y a sûrement une Maha qui est plus belle que les Mahas d'Arabie et plus belle que Hind elle-même. La lettre était écrite en arabe. Donc le mot Maha pour un arabe était un signe de beauté. Très bien. Du moment que le Maha, c'était un animal qui était très présent, c'était un animal qui représentait, qui symbolisait la liberté, la fertilité, la beauté, la présence, exactement. Donc il y avait une véritable présence. Alors, celui qui prend la lettre va traduire le message en persan. Et il va prendre le mot Maha. Je disais que ce n'était pas des gazelles, ce n'est pas le gazelle, d'accord? C'était des bovins. C'était le Baqar al-Wahshi. Donc il va prendre le mot Maha et il va le traduire en persan en disant Kawan. Et Kawan, c'est comme actuellement en anglais, dans les langues indo-européennes, Kawan, Cow, signifie vache. Des vaches, ok. Kisra était fou de rage. Comment le roi d'Arabie a comparé les femmes persanes aux vaches? Ah oui. Or, la vache n'avait absolument, c'était pas des génies, c'était pas des vaches, c'était el-Maha, et le Maha était l'oryx, c'était un signe de beauté arabe. Or, le message est très mal, était traduit, très mal arrivé. Et Kisra, à cette époque, a fait une guerre à Nu'man ben Mundar. D'abord, il a commencé par le tuer. Lui, il a eu sa tête écrasée par les éléphants, lui et sa femme. Hind était cachée dans une tribu arabe. Et à cette époque-là, à chaque fois que les Arabes faisaient une guerre avec les Persans, ils perdaient, parce que les Perses étaient très forts. Et à cette époque-là, les tribus d'Arabie devaient remettre Hind à Kisra. Sinon, mourir et faire la guerre. Mais bon, il n'allait pas rendre Hind bint Norman à Kisra, à un étranger. Et du coup, ils ont décidé de faire la guerre, advienne que pourra. Donc, ils sont sortis en Arabie, vers le sud de l'Irak, dans un endroit où on appelle Viqar. Donc les puits du goudron, ok. Le goudron, en Irak, c'est sur la terre, c'était en surface, voilà. Oui. C'était comme les geysers. Exactement. Ils sont sortis comme ça, ils ont trouvé un bédouin qui traversait le désert. Il leur a dit pourquoi vous êtes sortis, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Il leur a dit, il leur a expliqué, voilà, on doit faire la guerre à Kisra. Vous êtes fous, comment vous allez faire la guerre à Kisra? C'est pas possible. Pour protéger une fille, ce n'est pas normal. Alors les Arabes leur ont dit, écoutez, on n'a pas trop le choix. Et c'était 5 ou 6 tribus. Oui, c'est une question d'honneur. C'était 5 ou 6 tribus qui se sont rassemblées pour défendre la fameuse Hind. Et il leur a dit, bon, alors par superstition, il y a un certain homme qui est béni apparemment en Arabie et dit qu'en prenant son nom, on gagne quelque chose et on a gain de cause. Ce bonhomme s'appelle Mohammed et on l'appelle Mohammed al-Mansour. Donc si vous commencez cette guerre en disant Ya Mohammed, Ya Mansour, peut-être que vous allez avoir gain de cause. Alors bon, superstitieux comme ils ont commencé à combattre en disant Ya Mohammed, Ya Mansour. Ce Mohammed n'était autre que le prophète Mohammed qui avait déjà commencé à émigrer à Médine. Et à Médine, il y a eu Jibril qui est venu montrer cette bataille entre les Persans et les tribus arabes à Mohammed. Ils ont prononcé ton nom, donc ils vont gagner. Et c'était la première guerre où les Arabes avaient combattu les Persans et ils sont sortis gagnants. Et ils n'ont pas remis Hind au roi persan à cause d'un seul mot qui était Maha. Et Maha, donc c'est l'oryx,
c'est des bovins, mais ce n'est pas des vaches. Très bien, ah, c'est magnifique. D'où l'importance de ce prénom. N'est-ce pas qu'il est beau? Il est magnifique. Il est extraordinaire. Alors, à cause d'un prénom de 3 lettres, hein, Maha, oui. Il y a eu toute une guerre aussi célèbre dans l'histoire de Ayyam al-Arab, etc. Donc c'est un prénom très lourd en signification historique, beauté, symbole, etc. Voilà. Magnifique. Donc pour mieux expliquer, l'oryx c'est un animal blanc, avec de longues cornes, tout droit. Et c'est des cornes fines. Et qui sont vraiment droits avec de très très grands yeux noirs. Magnifique, c'est vrai. Et même aussi, il y a certaines espèces de vaches aussi qui ont des yeux magnifiques. Exactement. Les girafes aussi, elles sont connues pour leurs yeux immenses. Un coup surtout qui est lancé, qui embelle. Bon, voilà. Bon, c'était mon surnom au primaire, mais bon. Change d'une région. J'étais girafe, c'était mon surnom de primaire, mais bon. Moi aussi, c'est avant les deux. Oui, on a souvent eu ça. Alors, je voudrais qu'on passe au prénom masculin d'aujourd'hui. Oui, d'accord. Nous avons le prénom de Fers. Faris al-Ahlam. Par exemple. Oui. Donc, Fers qui est, on va dire, bon, pas très à la mode en ce temps, mais il fut un temps où, durant la fin des années 80, il y a eu des Fers. Oui, beaucoup, effectivement. Alors, Fers, littéralement, bon, on va dire que Fers, c'est tout simplement le chevalier. Pas tout à fait un cavalier, mais un chevalier. Un chevalier, d'accord. Donc un chevalier, c'est-à-dire quelqu'un qui a un rang social. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est près du roi. C'est-à-dire que c'est un notable. D'accord. Alors, al-Fariso, al-Miroir, signifie le chevalier courageux. Vaillant. Et quand on dit Farisun Muqatilul Muhannak, c'est-à-dire qu'il ne perd jamais une bataille, mais quel est le rapprochement entre ce prénom et notre culture à nous? Pourquoi on le retrouve? Je te laisse m'expliquer tout ça, Sihan. Ok. Donc à l'origine, dans les années, on va dire que ça remonte au 19e siècle, en 1800, etc. Il y avait Alger qui était, administrativement parlant, dépendait de Bjaya et des Jijel. Bjaya et Jijel qui étaient sous, pas la domination, mais sous la gouvernance de Dawla al-Hafsiya. Ok, Dawla al-Hafsiya. Là, c'est très ancien. Nous sommes au XVIe siècle, 15e et 16e siècle. Très bien. 15e, 16e siècle, Dawla al-Hafsiya arrivait jusqu'aux abords d'Alger. Donc c'était Béjaïa et puis Alger qui s'approchait et qui était sous la gouverne donc de cette Daoula ou de cette Douaïla. Donc c'est un petit état des Hafsides, ok. Et les Hafsides, c'était une dynastie un petit peu soufie. D'accord. Et le maître soufi qui était vraiment très présent chez eux, etc., ils en avaient 2 en fait. Il y avait Chadli Ben Hassan. Oui. D'accord. Très présent en Tunisie. Et puis, nous avions aussi Abdelkader al-Jilani. Alors, Abdelkader al-Jilani avait un surnom. Abdelkader al-Jilani était appelé Fers Bagdad. Pourquoi? Parce qu'il venait de Bagdad. Bon, il est né sur le bord d'un lac dans le pays persan, et puis il a beaucoup voyagé, c'était un érudit, c'était un patron, etc. Et il est venu vers le Maghreb, d'abord en Tunisie, puis chez nous, beaucoup en Algérie. Et on l'a appelé Fers Bagdad parce que c'était le chevalier qui venait de Bagdad. Donc déjà, ça faisait rêver. Bagdad, à une certaine époque, c'était rêvé depuis toujours. Tout à fait, c'était une ville cosmopolite, très riche, il y avait 2 millions d'habitants au Moyen-Âge à Bagdad. Donc, il faut dire que c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, Fers Bagdad, c'était Abdelkader al-Jilani. Et quand il est arrivé dans le Maghreb, notamment en Tunisie et en Algérie, on lui a donné énormément de surnoms. Donc, il y avait Fers Bagdad à l'époque. Plus tard dans l'histoire, on a un petit peu négligé Bagdad. On a laissé Fers. D'un autre côté,
on a laissé Fars, on a dit le Baghdadi, donc dont le prénom Baghdadi, c'est-à-dire Fars et Baghdadi, c'est la même chose, c'est Abdelkader al-Jilani, d'accord? Très bien. Alors, chez nous, nous avons le Jilani, qui en fait une autre prononciation de Jilani, parce qu'à l'origine c'est le Jilani et non pas le Jilali. On a Jilali, Jilloul, Jilali, Jilloul, etc. C'est Abdelkader al-Jilani. Et chez nous, en Algérie, nous avons un surnom de un patron, donc, qui est Abdelkader al-Jilani, qui est Fars Baghdad, spécial algérien. Un prénom qui a été aussi bien présent durant la guerre de libération nationale, c'est Boualem. Dont la chanson Abdelkader Ya Boualem. Ben oui. Très bien. Donc nous avons Abdelkader al-Jilani qui était le porte-étendard. Vous savez que Ahl al-Soufia et les gens soufis, ils avaient toujours un étendard vert. D'accord. Donc cet étendard vert signifiait que les gens étaient sous sa protection, qu'il était un érudit, que c'était le protecteur de la région. Et du coup, on dit que Abdelkader al-Jilani avait des surnoms. Fars, al-Baghdadi, Fars Baghdad, Boualem chez nous. Beaucoup de Boualem, et Jilloul, Jilali, etc. Tout ça, c'est la même personne. Et d'où est venu Boualem exactement? Alors Boualem, c'est au fait, parce que, comme je vous le disais, à chaque fois qu'il y a un marabout, vous allez trouver des drapeaux, des étendards. Alors l'étendard vert, qui était le symbole, vous savez, on dit bien vert marabout. Oui, vert marabout, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Donc le vert qui était spécifique donc, au soufisme, et Abdelkader al-Jilani, qui était un maître, un qutb, un pôle du soufisme, avait bien sûr cet étendard vert. Donc quand on voyait l'étendard, c'est-à-dire que là-bas il y avait une école. Une école, Al-Qadriya, qui était tabac, donc à cette école, à cette, je ne trouve pas d'autre nom, hein, c'est vraiment une école soufie qui est Al-Qadriya. Et du coup, le drapeau vert était porté par quelqu'un. Donc on imaginait que Fars Baghdad, c'est-à-dire Abdelkader al-Jilani, qui est arrivé au Maghreb sur peut-être une jument blanche, portant un drapeau vert. N'oubliez pas que le vert et l'emblème national. Nous avons le vert dans nos couleurs, n'est-ce pas? Pendant la guerre de libération nationale, on jouait sur ça. Parce que dans les années 50, à partir de 1957-58, le prénom Boualem, c'était aussi une identité à affirmer. C'était un combat de la population algérienne contre le colon, contre le colonisateur. Alors c'était l'Alem. C'était le drapeau algérien. Il y avait beaucoup de similitudes. Alors Boualem, c'était le sauveur, oui, c'est un sauveur. Boualem portait les couleurs nationales, donc c'était le vert, etc. Et tout ça commençait par un chevalier soufi venu de Bagdad et finissait dans nos montagnes avec nos héros. Ouais, effectivement. N'est-ce pas? Il a traversé les siècles. Exactement. Hein, c'est incroyable. Donc quand vous dites Fars, oui, c'est joli, c'est le chevalier, c'est le concurrent, etc. Mais Fars, c'est Abdelkader al-Jilani. Ah ben, très bien. On a appris vraiment beaucoup avec toi, Siham. Merci beaucoup. Abdelkader al-Jilani. Voilà, Jilani et pas Jilali. Pas le Jilali. D'accord. On dit le Jilani parce que nous, nous à la fin. C'est plus simple de dire Jilani. C'est plus léger pour notre langue, notre dialecte, notre arabe à nous. Donc on dit le Jilali. Jilloul, plus tard. Oui, j'ai des cousins qui s'appellent Jilloul. Et il a un peu tendance un petit peu à disparaître aussi, Jilloul. Hein. Oui, c'est des gens... c'est un phénomène de mode. Les gens qui portent ces prénoms. Malheureusement, les gens qui portent ces prénoms se font rares aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est des prénoms de chez nous. Hein. Oui, très de chez nous. Jilloul, Jilali, Boualem. J'aime bien écoute, qu'est-ce que tu veux, chacun son temps. Ça fait très algérois, ça fait très citadin, n'est-ce pas? Effectivement. Tout de suite, on se retrouve dans cette ambiance, dans cette Alger. Tout à fait. Tanana. Oui, bleu de Chine. Oui, bon, écoutez. Tu sais, dernièrement, j'ai appris quelque chose. En fait, je ne savais pas que, en fait, où on mettait la menthe pour les hommes, ça voulait dire comme quoi il avait des filles à marier. Tout à fait. Il y avait des filles pubères qui demandaient. D'accord. Donc en fait, quand il mettait nana, ça veut dire j'ai des jeunes filles à la maison prêtes à marier. Fertiles. Voilà, venez. La petite feuille de manche verte était un grand symbole de fraîcheur et de fertilité. Donc quand une fille est pubère, c'est-à-dire 14, 15, 16 ans, le papa, quand il sortait dehors, il mettait en ornement un morceau de menthe qui indiquait que ce monsieur-là avait des filles à marier.
D'accord. Voilà. C'était joli à l'époque. Non, c'est pas ça. Il y avait une subtilité de vie extraordinaire. Arrêtez. Nous avons chez nous des traditions. Ça mérite des thèses, vous savez. Ça mérite des thèses. Parce que tout ça, c'est. Regardez comme c'est subtil. Hein. Oui. Tout est dans le détail. On n'a pas besoin de parler, de faire de longues phrases, d'aller dans des détails. Exactement. Non, mais on peut faire des chroniques sur ça. Hein, c'est magnifique. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs symboles, il y a plusieurs gestes, il y a plusieurs, comme dans les tatouages, dans les ornements d'autrefois. Dans les bijoux. La façon de mettre la chachia, la façon de marcher, tout ça c'est des symboles. Quand on pense aussi même pour le hayek de la femme mariée, le hayek de la jeune fille. La façon de mettre sa la façon de mettre son burnous, tout ça, ça raconte des histoires. La longueur du hajjar aussi. Tout ça, ça raconte des histoires. Je suis un peu nostalgique, hein. Je pense que j'aurais aimé vivre à cette époque-là. Oh, vous savez, c'est une époque difficile aussi. À chaque époque, c'est positif et c'est... on ne peut pas échapper, on vit avec son temps. Imaginez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas d'Internet. J'adore, elle a tout de suite pensé à Internet, je pense que c'est la même chose. Je vois Bilhaïk, est-ce qu'on peut marcher Bilhaïk et avoir son téléphone? Oui. Tu vas marcher Bilhaïk, ma soeur, tu auras ton téléphone, beaucoup. Inch'Allah, Anawiyak. Inch'Allah. En tout cas, merci. Mais je vous en prie. C'est agréable, comme d'habitude. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi et on apprend beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, ce fut votre émission Brise d'été. On arrive à la fin. Je vous laisse avec cette petite grisaille. Moi, ça me convient, mais je suis sûre que vous allez passer une bonne journée.